Bon, message clé, pensez à la sémiologie. Pensez, vous avez parlé de la standardisation, il y a maintenant un groupe international qui y travaille. Il y a un mouvement général dans la médecine, lancé par les anglo-saxons, qui s'appelle SNOMED, la Standardization de la nomenclature médicale. Et on est très en retard en ophtalmologie. Les rhumatologues, ça fait très longtemps qu'ils ont défini des critères pour un lupus, une polyarthrite, etc. On essaie d'y venir progressivement pour plus vite, avec des critères définis les uns après les autres. Je vous donne l'exemple pour ma maladie préférée, le birdshot. On prend des critères, tout ça pour un jour, peut-être, on verra à ma retraite, mais déboucher sur l'intelligence artificielle. On mettra un patient devant un Optos, un autre appareil d'imagerie, puis l'appareil dira ah oui, c'est un minute. Je ne sais pas si ça arrivera, on pourra se mettre, c'est bien pour aller à la plage pendant ce temps-là. Mais donc, le birdshot, c'est un début insidieux, c'est chronique, etc. La taille, on réfléchit sur la taille des tâches, sur leur aspect, et tout ça est rentré dans une grande base de données internationale. Sauf que c'est difficile, et sauf qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous d'accord, mais on essaie. Voilà, je vous ai mis ici plein de tâches différentes, il y a une multifocale, une tuberculose. C'est vrai que quand on regarde juste les tâches, c'est compliqué, et qu'il faut du multicritère. Mais la sémiologie avant tout, c'est vraiment ce qui est essentiel. Évaluer le retentissement avec précision. De temps en temps, on est perdu. Les patients, il y a plein de choses. Il faut être multicritère, d'accord, avec l'outil visuel, bien sûr, champ visuel dans certaines maladies, le birdshot, c'est quelque chose d'important. La qualité de vie, si on prend du VIP-27, finalement, on va très bien, si on fait bien, on va très bien traiter les poussées. Sauf que le patient qui doit 4 fois par an aller trouver un ophtalmologiste en urgence, ensuite revenir pour des visites de contrôle, sont des patients qui sont jeunes, qui sont en pleine activité professionnelle, et leur qualité de vie est totalement détruite par cette épée de Damoclès qu'ils ont en permanence au-dessus de la tête. Donc ça s'évalue et c'est important d'y penser de manière globale. Les complications, la cataracte, le glaucome, l'inflammation, évidemment, qui est un critère, et puis le délai maculaire. Et finalement, quand tout va bien, on est comme ça, le patient il a 10 sur 10, il a un bon champ visuel, tout va bien. Donc ça, c'est le paradis, et puis il y a l'enfer. Et ça, c'est l'enfer. Donc, il faut à chaque fois essayer d'avoir cette analyse multiparamétrique pour prendre donc, les bonnes décisions thérapeutiques. Il faut savoir ne pas travailler seul. Enfin, si on prend en charge une cyclique de Fuchs, c'est pas la peine d'appeler qui que ce soit à la rescousse. Mais l'extra-oculaire est très important, soit sur le plan pronostic. Je vous rappelle, par exemple, dans les sarcoïdoses graves, le problème, c'est les troubles du rythme, les troubles de conduction sur des granulomes cardiaques et les patients qui font des morts subites de sarcoïdose, tout simplement parce qu'ils ont un trouble de la conduction. Donc c'est dommage, si on a fait le diagnostic de sarcoïdosique, de ne pas les avoir aidés à survivre, tout simplement. Alors parfois c'est compliqué cette approche multidisciplinaire, pardon la diapo d'anglais, le patient est unique, il va voir son ophtalmologiste généraliste qui évalue. Quand c'est une vite simple, on se débrouille tout seul, et quand c'est complexe, on va adresser aux spécialistes. Donc déjà, il y a 2 ophtalmologistes, mon ophtalmologiste de routine plus le spécialiste, mais le victologue, entre guillemets, va demander l'aide de l'interniste, et puis ensuite, il y a le médecin de famille. Vous voyez que ça fait 4 interlocuteurs médicaux, le patient il a 4 guichets, et si ces 4 guichets n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et de communiquer, de s'envoyer des courriers, de partager des informations, c'est la vie réelle, eh bien ça va être extrêmement compliqué. Donc cette collaboration entre interniste et ophtalmologiste, moi j'aime bien la parabole du bus. C'est l'interniste qui conduit, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais lire le scanner thoracique, c'est pas moi qui vais suivre les complications du traitement par méthotrexate, ou si le patient sous adalimumab ou autre répond aux questions du patient sur savoir s'il doit se faire vacciner contre la grippe ou s'il peut voyager aux Seychelles, ou ailleurs. En revanche, à la différence des collaborations entre autres spécialités, l'interniste doit nous faire une confiance aveugle. Lui, il conduit, il prescrit les traitements, mais il est totalement masqué de ce qui se passe. Quand il travaille avec un pneumologue, il peut regarder vers le thorax, il comprend ce qui se passe. Quand il travaille avec un ophtalmo, il faut qu'il lui fasse une confiance, et donc ça, cette confiance, elle se construit, elle s'établit, et elle est portée par des échanges avec des bons pompiers, et si possible des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc il faut échanger, discuter, partager, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Régulièrement, nous avons des réunions de travail après entre hyper spécialistes où on échange. Quand je vois ça, c'est impressionnant. Voilà. J'aime bien partager l'image, et donc on n'arrête pas de s'envoyer, c'est formidable Internet. Je peux aujourd'hui envoyer l'image à San Francisco et dire, dis donc, est-ce que tu as déjà vu ça, parce que j'ai ça, ça et ça. Donc ce partage, cette collégialité est extrêmement important.
Moi, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait, je pense que c'est la même chose pour tous les spécialistes de l'élite, sans qu'on ait des images qui arrivent de droite à gauche, et on s'enrichit de ça, ça fait partie de notre métier, et dès que c'est un peu compliqué, c'est formidable de partager les images. Ici, c'est une angélique givrée, Frosted Angelicis, c'est moins de 100 cas dans le monde. L'évolution spontanée est favorable, sans rien. On l'a traité quand même par corticoïdes, mais on aurait, à mon avis, pu ne rien faire, simplement, celle-là avait été compliquée d'occlusion vasculaire rétinale. On a un autre cas qui vient d'arriver, pédiatrique, pareil, bilatéral, et qui est en train d'évoluer favorablement. Message 5, savoir ce qu'on fait. Il y a deux objectifs dans l'UBI. Il y a traiter la poussée pour ramener l'œil à la quiescence, mais une fois qu'on a atteint cette quiescence, pour raison dans une maladie de c'est la prévention de la CID. Et autrefois, on se focalisait sur une seule chose. Les essais thérapeutiques les plus modernes ont montré que finalement, un patient il va bien sur des multi-critères. Il va bien s'il n'y a pas de lésion au fond, s'il n'y a pas de cellules blanches antérieures, s'il n'y a pas d'inflammation dans le vitre, s'il y a une bonne acuité visuelle, s'il n'y a pas de maculaire, etc. Et finalement, il va bien si tout est réuni, il va mal si un seul de ces critères n'est pas réuni. Et c'est comme ça qu'on a pu, avec cette analyse multi-critères, mettre en évidence l'efficacité. Alors j'ai un conflit d'intérêt parce que j'ai beaucoup travaillé avec AbbVie qui fabrique l'adalimumab. On a pu montrer dans des bons journaux, le New England, le Lancet, que ces traitements les plus modernes, les anti-TNF, étaient efficaces dans les formes les plus sévères du mythe. Il faut être lucide sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas. De temps en temps, je trouve que la médecine est trop orgueilleuse en disant voilà, il faut faire ça. L'exemple de la toxoplasmose, ce patient vient me voir en 2007, il a 10 dixièmes, il a une petite cicatrice toxoplasmique interpapillomaculaire. Et moi je suis très rassurant, je lui dis écoutez, bon voilà, vous avez fait une poussée, il est très inquiet, mais s'il se passe quelque chose, on vous traitera très tôt, venez tout de suite et on saura réagir. C'est ce qui se passe 3 ans plus tard, et qu'il a une nouvelle lésion, on le traite, et puis on traite sa cicatrice, mais il perd la vision fonctionnelle de cet œil. Et donc vous voyez que ça rend humble. Alors tout n'est pas aussi catastrophique, mais Mancef vous l'a dit tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qu'on a comme niveau de preuve? Vous voyez, c'est l'American Academy qui dit que finalement, on n'a pas les preuves de l'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas. Mais quand on regarde, j'aime beaucoup ces images en réseau, de tous les essais thérapeutiques qui ont été faits dans la toxoplasmose, on a comparé plein de trucs avec un autre, mais finalement, la preuve absolue de l'efficacité du traitement, on l'a pas, et puis on voit bien avec des cas comme ça que ça ne marche pas toujours. Ce qu'on sait, c'est que chez les patients qui font récidive sur récidive, si on les laisse au long cours sous sulfaméthoxazole, triméthoprim, eh bien, ils vont faire moins de récidive. On ne peut pas faire ça à tout le monde, et c'est uniquement des patients qui ont fait récidive sur récidive. De même, les corticoïdes, vous savez qu'il y a maintenant le centre Cochrane qui fait des revues générales pour évaluer les niveaux de preuve de ce qu'on donne. Eh bien, voilà, on donne les corticoïdes pour limiter l'inflammation, mais véritablement l'efficacité n'a pas été prouvée. Savoir résister, savoir ne pas traiter, c'est important. Cette jeune patiente, je vous l'ai déjà présentée ici, je crois, elle a 23 ans, elle a ses taches partout, elle voit juste bouger la main. Fait le diagnostic d'épitéliopathie en plaques, on va oser ne pas la traiter. 4 mois plus tard, elle a 10 dixièmes, il y a des petites irrégularités du fond d'œil, elle va très bien. En quelques jours, elle a commencé et on vient de publier notre série d'épitéliopathie en plaques non traitée avec des récupérations spontanées. On ne traite pas juste comme ça pour le court terme. Laure, tout à l'heure, vous a présenté l'arthrite idiopathique juvénile. On va traiter un enfant, mais cet enfant un jour sera un adulte, il va vivre vieux. Et l'objectif, c'est pas juste de guérir la poussée, et c'est vrai pour toutes les formes d'uvite, parce qu'on voit des patients qui arrivent avec 40 ans avec une uvite, ou même encore beaucoup plus jeunes. L'enjeu, c'est que quand ils aient 70 ans, 80 ans, ils puissent continuer à conduire leur voiture. Donc il y a un effet cumulatif des complications qu'il faut prévenir, il faut agir tôt avant qu'il ne soit trop tard. Et on n'a pas cette habitude-là en ophtalmologie quand on traite une cataracte, voilà, le patient l'opère, et puis voilà, quand on traite une DMLA, malheureusement, généralement, c'est pas des patients qui ont une espérance de vie qui est relativement limitée. Là, dans le lit, on va traiter des gens qui ont entre 5 ans et 40 ans, et il faut les amener à 80 avec une très bonne vue. Savoir arrêter un traitement. L'industrie fait plein d'études thérapeutiques sur comment on initie un traitement, mais quand est-ce qu'on arrête? Il n'y a pas beaucoup de données. Et puis, dans cette serpigineuse qui a fini par venir avaler la partie centrale, malheureusement, mais il faut arrêter parce qu'il n'y a pas rien en ligne. Donc il faut aussi savoir dire stop, même si c'est des moments extrêmement douloureux en consultation. Enfin, la médecine évolue, il faut actualiser ses connaissances. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On est une profession exemplaire.
Aucune autre profession ne passe son temps, les week-ends, les soirées, en permanence à échanger, à s'améliorer. Je pense qu'on est vraiment la profession modèle. C'est ce que disent les ingénieurs, c'est ce que disent plein d'autres métiers. Plus que tout autre, on passe notre temps à essayer de continuer à s'améliorer. Je pense que ça rend honneur à notre profession. Et merci Mohamed, parce que grâce à toi, on est tous un peu plus intelligents à la fin et savants à la fin de ces réunions comme celle-ci qu'à leur commencement. Merci pour votre invitation.